D'accord. Alexander, parlons de la réunion du G7 qui se tient en Italie et de la réunion des BRICS qui vient de se terminer en Russie. La réunion des ministres des Affaires étrangères. Réunion des ministres des Affaires étrangères. Étaient-ce seulement les ministres des Affaires étrangères ou les ministres des Finances? Étaient-ils également impliqués? Je le crois. Oui, je pense que c'était les ministres des Affaires étrangères, mais il y avait certainement aussi des personnes du côté des finances. C'est la partie la plus importante maintenant, parce que c'est le côté financier qui avance. Voulez-vous commencer par les BRICS puis passer au G7 ou le G7 d'abord? Non, commençons par le G7, car je pense que nous pouvons régler cela assez rapidement. Même en Occident maintenant, le fait qu'il y ait eu une réunion du G7 attire de moins en moins l'attention. La seule chose qu'ils ont faite est de proposer un accord pour fournir à l'Ukraine un prêt de 50 milliards de dollars, ce qui, comme nous l'avons discuté dans une autre vidéo, est l'une des pires idées sur la planète. Mais quoi qu'il en soit, ils ont produit cette idée. En pratique, à tous autres égards, ces réunions du G7 sont devenues des rituels vides et dénués de sens, organisés par des personnes complètement à court d'idées. Lorsque le G7 a été lancé pour la première fois, je me souviens d'un sommet à Rambouillet, Paris, convoqué par le président français de l'époque en 1968. C'était censé être un sommet économique, une réunion informelle des dirigeants occidentaux pour essayer de maintenir l'économie mondiale sur la bonne voie. À un moment donné, cela a servi à quelque chose. Mais le G7 est maintenant une partie rétrécissante de l'économie mondiale. Même s'il représentait une plus grande part, les dirigeants en question sont tous politiquement en difficulté. The leaders in question are all underwater politically. Scholz, Macron, possibly Biden. Scholz, Macron, peut-être Biden, certainement Sunak. Et ils sont à court d'idées. Ils n'ont vraiment aucun plan pour l'avenir, et cela se voit. Je veux dire, ils ne gèrent plus vraiment aucune partie de l'économie mondiale. Donc ils émettent des points de discussion sans signification. De plus en plus, je soupçonne, nous n'avons pas encore vu le communiqué final, mais je soupçonne qu'il va prendre une ligne très dure contre la Russie, évidemment, mais probablement aussi contre la Chine, malgré le fait que les Européens sont complètement liés au commerce avec la Chine. Mais en termes de plan réel sur la manière de faire avancer les choses, ils ne vont rien proposer de tel. Maintenant, le contraste avec les BRICS qui s'étendent devient clair. De plus en plus de développements frappants se produisent. Les ministres des Affaires étrangères des BRICS ont eu une réunion et tous y ont assisté. Les Russes l'ont présidée cette fois-ci parce qu'ils détiennent la présidence des BRICS. Les Russes partagent plusieurs mises à jour. Tout d'abord, il y aura probablement une autre vague d'expansion des BRICS cette année. Divers pays comme la Thaïlande sont désireux de rejoindre les BRICS. L'Algérie, qui était très déçue l'année dernière de ne pas pouvoir rejoindre, pourrait être invitée cette fois-ci si elle souhaite toujours adhérer. La Colombie est un autre candidat potentiel. Donc c'est une mise à jour importante de la part des Russes. La deuxième mise à jour des Russes est que les BRICS font des progrès significatifs dans la mise en place de leurs propres mécanismes financiers et commerciaux. Apparemment, nous aurons une proposition complète d'ici le sommet des dirigeants des BRICS en septembre, qui n'est pas loin. Les BRICS émergent comme un groupe commercial de grandes économies non occidentales. Ils forment un groupe commercial alternatif avec ses propres systèmes financiers, architecture de paiement et de messagerie et systèmes de régulation. Ceux-ci fonctionneront en parallèle avec les systèmes financiers et commerciaux existants dirigés par l'Occident. Ainsi, nous assistons à une bifurcation majeure dans le commerce mondial.
in world trade. The G7 ineptly. Le G7 prétend maladroitement diriger le système financier et commercial mondial existant, tandis qu'un système alternatif est en train d'être créé à une vitesse extraordinaire. C'est ce qui est ressorti de cette réunion en Russie. Je suis sûr que ce sera également un sujet de discussion lors de la réunion des dirigeants en septembre à Kazan. Aujourd'hui, Poutine prononce un discours important devant les responsables du ministère russe des Affaires étrangères. Il parle de la création d'une nouvelle architecture de sécurité pour l'ensemble de l'Eurasie. L'OTAN sera apparemment invitée à participer, mais cela ne signifierait rien si elle participe aux côtés de la Chine et de l'Inde. Il est peu probable qu'ils acceptent. Néanmoins, une nouvelle architecture de sécurité est en train d'être créée, au moins en Eurasie centrale et orientale, sinon dans toute la région. Ce développement est également lié aux BRICS à certains égards. If not the whole of it, and that also, in some respects, ties up with the BRICS. Oui, il parle d'une nouvelle architecture de sécurité pour toute l'Eurasie. Absolument. C'est ce que dit Poutine au ministère des Affaires étrangères. À quoi sert encore le G7? Je veux dire, je ne comprends pas quel est son but. J'avais l'impression que le G7 concernait les finances, l'économie et le commerce. Mais I was under the impression that the G7 was about finance, economics, trade, but they don't even spend 1 minute talking about that. ils ne passent même pas une minute à en parler ou à y répondre. Ils invitent Zelensky. Que font l'Ukraine et Zelensky à la réunion du G7? Je veux dire, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Ensuite, ils ont ces cérémonies où ils signent des accords de sécurité avec l'Ukraine. Il n'y a pas de place pour cela au G7. Faites cela sur votre propre temps, Biden et Zelensky. Cela n'a pas sa place au G7. Rien de tout cela. C'est juste du marketing. C'est juste du bruit et du marketing. Tactics is just all PR. That's all it is, noise. And PR, the G7, it doesn't really deal with the concerns of the G7. Le G7 ne traite pas vraiment de ses propres préoccupations, ni de sa place dans le commerce mondial. Leur objectif est de détruire la Russie et la Chine. En quoi cela aide-t-il la situation financière des pays du G7? S'attaquer à la Chine, est-ce que cela va améliorer votre situation financière, G7? Je veux dire, le G7 devrait simplement être dissous ou renommé. Peut-être l'appeler le groupe de pays plus l'homme en t-shirt vert, se donnant de l'argent les uns aux autres. Je ne sais plus comment l'appeler, car il n'a plus de raison d'être. Giving money to each other. I don't know what to call it anymore because there's no purpose to it. Zero. There's zero purpose to the whole thing. You're completely right. I mean, Zéro. Il n'y a aucun but à tout cela. Vous avez complètement raison. D'ailleurs, il y a eu des articles dans les médias chinois qui font exactement ce point. Les réunions du G7 sont devenues de simples rituels sans signification. L'accord de sécurité entre Zelensky et Biden en est un exemple. Il ne fournit rien de plus que ce que les États-Unis font déjà. Ce n'est pas un traité, donc les États-Unis ne s'engagent pas dans des engagements de traité pour l'Ukraine. Ils ne s'engagent pas à défendre l'Ukraine. Cela ne fonctionnera que comme un décret présidentiel, ce qui signifie qu'un futur président pourrait simplement l'annuler d'un coup de chapeau ou d'un trait de plume. At or the flush of an ink pen. I mean, it is a meaningless thing. But Je veux dire, c'est une chose sans signification. D'ailleurs, quiconque est familier avec la chute des empires saura que, à mesure que les empires déclinent, les cérémonies deviennent plus élaborées. Les rituels deviennent de plus en plus compliqués parce que les dirigeants de ces empires en déclin ont besoin de l'assurance des cérémonies pour se persuader qu'ils comptent encore. C'est ce qu'est le G7. En revanche, les BRICS ont un véritable objectif. Au cœur, il y a un triangle très dynamique Chine-Russie-Inde qui le fait avancer. Certains membres des BRICS peuvent n'être que des passagers, mais le noyau est fort et actif. India triangle that's driving it forward. The very fact that there are tensions between India and China. Le simple fait qu'il y ait des tensions entre l'Inde et la Chine intensifie probablement cette qualité de dynamisme.
Ils ont un plan et il se peut qu'il ne fonctionne pas dans tous ses détails. Toutes sortes de choses pourraient mal tourner. Mais quiconque a travaillé dans les affaires, le droit ou la guerre, sait que la personne avec un plan tend à être celle qui gagne. Le véritable centre décision s'éloigne du G7. C'est devenu une réunion cérémoniale rituelle où ils adhèrent tous à l'agenda que les Américains ont préparé pour eux. All sign up to whatever agenda it is that the Americans have drawn up for them. The American bureaucracy has drawn up for them. La bureaucratie américaine a élaboré pour eux. C'est un peu comme les réunions du Politburo à l'époque de Brejnev en Union soviétique. Ils se réunissaient tous dans une salle splendide, passaient des heures à rabâcher des discours qui avaient été préparés pour eux et signaient des documents qui n'avaient jamais vraiment de sens. C'est essentiellement ce que le G7 est devenu. C'est un rituel vide, très différent de l'institution beaucoup plus déterminée qu'elle était lorsqu'elle a été créée. Il n'a pas de réponse à aucun des vrais problèmes d'aujourd'hui. Il n'est pas connecté à la réalité de la vie des gens de l'Occident, qui sont ceux que le G7 est censé représenter. Comme vous le dites, des personnes comme Zelensky sont invitées alors qu'elles n'ont aucun rôle réel dans les décisions qui devraient être prises. Mais cela donne l'impression d'importance à ceux qui se présentent. Et vous savez, pour quelqu'un comme Rishi Sunak, qui va perdre son poste de Premier ministre, c'est une belle consolation de pouvoir assister à cette réunion pour la dernière fois, rencontrer tous les dirigeants importants présents, profiter du champagne et des canapés, et revenir à Londres en se sentant rafraîchi et accueilli par certaines personnes, même si ce n'est pas par les gens qu'il était censé servir. Bien sûr, il n'a pas été élu, mais c'est une autre histoire. Même Politico a publié un article avec un titre du genre « Maloney et une bande de canards boiteux se rencontrent au G7 ». Ils ont qualifié tout le monde là-bas de canards boiteux. Et oui, ils le sont. Je veux dire, le G7 est inutile. Appelez-le autrement, parce qu'il n'a rien à voir avec le bien-être des citoyens des pays du G7. Juste rapidement, je veux revenir au discours de Poutine au ministère des Affaires étrangères. Il a effectivement dit qu'il doit y avoir une nouvelle architecture de sécurité en Europe et en Eurasie, et que l'atlantisme est terminé. C'est fini. C'est terminé. Et il est temps de passer à autre chose. Évidemment, la multipolarité et les BRICS sont l'avenir. Multipolar and BRICS is the future. Putin at this speech that he gave. Dans le discours qu'il a prononcé, Poutine a également déclaré que la Russie est prête à négocier avec l'Ukraine. Mais il a exposé ses conditions. Ces conditions ne devraient surprendre personne, car nous en avons discuté et elles sont strictes. Il a dit que si l'Occident, les États-Unis et l'Ukraine acceptent ces conditions, alors la Russie est ouverte à la négociation pour mettre fin au conflit. Essentiellement, cela signifie que les troupes doivent quitter ce que la Russie considère comme ses territoires, y compris Kherson, Zaporozhye et d'autres villes actuellement disputées. La Russie dit en gros que l'Ukraine doit partir. Nous considérons ces zones, ces régions, l'ensemble de Kherson et de Zaporizhia comme étant russes. Maintenant, bien sûr, il a parlé de l'Ukraine, ne rejoignant pas l'OTAN et s'engageant à la neutralité, donc pas d'OTAN, une Ukraine non alignée, sans armes nucléaires, et la démilitarisation de l'Ukraine conformément aux accords d'Istanbul. Et bien sûr, la protection des Russes en Ukraine et les droits des russophones en Ukraine. Poutine a de nouveau dit que ce sont les conditions. Si les États-Unis et l'Ukraine n'acceptent pas, alors le conflit continuera. Et vous savez, que pouvons-nous faire? Nous n'allons pas assumer la responsabilité de la poursuite de ce conflit, parce que, encore une fois, ce sont les conditions pour négocier et trouver la paix. Qu'en pensez-vous? No, I mean, this is exactly, I mean,
Non, je veux dire, c'est exactement ce dont nous avons parlé de nombreuses fois. Remarquez qu'il parle de paix en Ukraine, en même temps qu'il parle d'une architecture eurasienne, ce qui signifie, en fin de compte, la restructuration du système de sécurité en Europe. Dans l'esprit de Poutine et dans l'esprit russe, les deux sont liés. Mais bien sûr, cela garantit pratiquement que l'Occident n'acceptera jamais cela. Donc, Poutine peut se permettre de paraître raisonnable, et il l'est. Rien de ce qu'il propose d'ailleurs ne va à l'encontre des intérêts fondamentaux des puissances occidentales. Je veux dire, il pourrait accepter cela, menant à la paix en Europe et à une situation stable. La crise en Ukraine serait terminée. Crisis in Ukraine would be ended. We wouldn't need to lift the sanctions. He's not asking us to lift the sanctions. Nous n'aurions pas besoin de lever les sanctions. Il ne nous demande pas de lever les sanctions en réponse. Nous pourrions accepter tout cela en Occident. La vie continuerait. Les gens à Berlin, Paris, Venise, Rome et Londres continueraient d'être pleinement en sécurité. Nous pourrions accepter tout cela. L'Ukraine pourrait accepter cela. Et bien sûr, elle serait sauvée. Elle perdrait un territoire qu'elle va de toute façon perdre, mais elle sauverait des centaines de milliers de vies. Elle aurait probablement un avenir en tant que pays. Mais ils ne vont pas accepter cela, parce que de leur point de vue, il y a deux problèmes avec cela. Premièrement, cela signifie essentiellement la mort du projet néoconservateur. Vous savez, démanteler la Russie, la fragmenter, y orchestrer un changement de régime et isoler la Chine. C'est ce que Poutine veut dire d'ailleurs quand il dit que l'atlantisme est mort. Le projet néoconservateur, en fait, il nous dit qu'il est mort. Il ne peut pas se réaliser. Mais bien sûr, les néoconservateurs ne l'accepteront jamais. L'enfer gèlera avant que les néoconservateurs admettent que ce projet, qui est en réalité le projet Russie et non le projet Ukraine, a échoué. Donc ils ne l'accepteront jamais, pour cette raison. Mais l'autre raison pour laquelle ils ne l'accepteront pas, du moins ce groupe particulier de dirigeants que nous avons maintenant, c'est parce que ce serait une défaite politique et géopolitique énorme. Et Biden? Sunak, Scholz et surtout Macron ne peuvent pas retourner vers leurs électeurs et dire « Regardez, nous avons traversé tout cela, nous avons dépensé tout cet argent, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, votre niveau de vie a baissé, l'inflation a augmenté et nous avons fini par donner aux Russes plus que ce qu'ils demandaient au début. » Ce serait trop difficile à vendre, même pour l'équipe de Biden. Donc, ils ne vont pas le faire pour cette raison également. Ils n'abandonneront pas le projet Russie et ils n'admettront pas l'ampleur de la défaite que cela représenterait. Donc ils ne vont pas accepter, malgré le fait que, selon toute analyse objective, ce sont des conditions très raisonnables. La plupart des gens dans ces régions, Donetsk certainement, Luhansk certainement, Crimée absolument, et Zaporizhia et Kherson aussi, préféreraient probablement être en Russie. Vous n'imposez pas aux gens là-bas quelque chose qu'ils ne veulent pas. C'est la réalité, même si bien sûr personne en Occident ne l'admettra. Personne en Occident ne va accepter cela. Ils vont trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas l'accepter, qu'ils ne l'accepteront pas, que cela justifierait l'agression et que cela permettrait à Poutine de prendre le dessus sur l'Ukraine. D'ailleurs, ça ferait toutes ces choses. Ils trouveront toutes les explications possibles pour justifier leur refus. Ce faisant, ils signent l'arrêt de mort de l'Ukraine, car les Russes avanceront vers l'ouest. Ils reprendront tous ces territoires. À un moment donné, ils prendront également Kharkov, et ils prendront probablement Odessa aussi. Il est fort probable qu'ils prendront également Kiev. L'Ukraine sera dévastée et des dizaines de milliers de personnes mourront. Tout cela sera en vain. Mais ce n'est probablement pas quelque chose qui inquiète beaucoup les néoconservateurs et les dirigeants occidentaux.
worry too much about. D'accord. Nous allons terminer la vidéo ici. theduren.locals.com. Nous sommes sur Odyssey, BitChute, Rumble, Telegram et allez aussi à la boutique Duran. Utilisez le code Football24 et achetez des articles de football. Use the code Football24 and pick up some football merch. Take care.